Un des points forts de ce remaniement du musée Napoléon Ier enrichi pour le 5 mai 2021 est l'apport décisif de 3 œuvres qui sont de très obligeants dépôts du mobilier national. Grâce soit rendue à Hervé Lemoine, qui en est l'administrateur général, Thierry Sarment, le directeur du patrimoine et des collections, et Frédéric Federspiel, la conservatrice des bronzes, car leur obligeance conjuguée a permis l'arrivée d'œuvres que nous présentons en 2 salles différentes. Voyons pour l'heure dans cette salle Paris, capitale du luxe, et la France, modèle pour l'Europe. Voyons pour l'heure une exceptionnelle pendule en forme de monument à la gloire de Frédéric le Grand, dit le livret imprimé des productions du Gers de Montrosier. Frédéric le Grand, c'est bien sûr Frédéric II de Prusse. À l'exposition des produits de l'industrie nationale, qui est le thème de cette salle, de 1806, un certain Duguerre de Montrosier, ou plus exactement sa veuve, car il meurt précisément à ce moment-là, présente un certain nombre d'objets qui révèlent une très grande capacité d'invention, dont cette pendule en forme de monument. Ce meuble se compose de 2 pièces distinctes. Une console forme la partie basse. La console repose sur un piétement en forme de faisceau de licteur en acajou massif, enrubanné de bronze doré, terminé bien sûr par le fer d'une hache de licteur. Et vous voyez le nombre de pièces, plus d'1 douzaine, qui composent ce fer et qui ont été très astucieusement remontées par les équipes du mobilier national. Entre ces 4 faisceaux de licteurs se trouve une entretoise composée de javelots sur lequel repose une couronne de laurier. Songez à la couronne de laurier qui était sur l'assiette de la KPM de Berlin. L'épée du grand Frédéric et une aigle prussienne qui, dans sa serre gauche, enserre vigoureusement la province de Silésie dont Frédéric II de Prusse s'est emparé en 1763. Ça lui est reconnu, arraché aux Habsbourg. En partie haute, vous avez de grandes buccines antiques, là encore liées par une couronne de laurier de Victoire, un dessus en marbre bien sûr, puis une autre partie qui est le monument proprement dit, où, outre un bas-relief extrêmement subtil et encodé, vous avez Frédéric II expirant et viennent lui rendre hommage un guerrier qui lui tend une ultime couronne. Vous voyez comme le glaive est de forme antique, ça vous rappellera le glaive de héros d'armes. L'Europe est pleurée, posant le pied sur une corne d'abondance. L'histoire, Clio, qui présente un code Frédéric, car c'est non seulement un conquérant, mais aussi un souverain organisateur. Enfin, le temps, ailé et armé de sa faux, tenant en sa main droite un sablier, d'où vient de s'écouler le dernier grain fatal. Frédéric II expire. De part et d'autre, 2 proues de nef à l'antique, allusion à Emden et Danzig, villes placées sous la protection prussienne par Frédéric II. Au-dessus, des boucliers portant le nom de bataille de la guerre de 7 ans, généralement remportée sur des troupes françaises. Au-dessus, des trophées, les drapeaux arrachés à l'ennemi, dont, encore une fois, la France. Le prolongement de la colonne de marbre, un chapiteau extrêmement ciselé, une orbe et puis une figure de victoire qui répand à travers le monde par sa buccine
la gloire de Frédéric II de Prusse. À ses pieds, l'aigle prussienne, emparé d'un drapeau, qui tient dans ses serres un cadran en argent sur les étoiles duquel sont inscrits les 12 chiffres romains des 12 heures, tandis que l'heure est indiquée par un mécanisme évidemment placé à l'intérieur et qui meut un serpent, le serpent de l'Éden, le serpent du début du temps, le serpent qui est repris comme symbole maçonnique, le serpent Ouroboros peut-être de l'éternel recommencement, et on sait les liens que Frédéric II, un despote éclairé de la Aufklärung, avait avec les philosophes des Lumières, Voltaire pour ne pas le citer. Voilà, c'est une démonstration en fait. C'est plus qu'un meuble ou une pendule, c'est une véritable démonstration à la gloire de Frédéric II. Et c'est tellement accusé et ciblé qu'on peut s'interroger, est-ce que l'intention de Dugers de Montrosier, qui en est l'inventeur et l'assembleur, n'était pas de le proposer en vente à la couronne de Prusse, car il y a là, ici, un chiffre rayonnant, FG, Frédéric Guillaume III, c'est-à-dire le petit-neveu de Frédéric II et son successeur, qui, si bien que, voilà, c'est un meuble qui n'est pas contemporain de Frédéric II, où immédiatement après Frédéric II, il y a un décalage. Est-ce que c'était un projet de cadeau que la République française, longtemps alliée de la Prusse, avait l'intention de faire? Peut-être. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de traces. Est-ce que c'est un meuble qu'il espérait placer? Voilà, il reste un mystère sur l'histoire de la genèse de l'œuvre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est présentée à Paris en 1806, à cette exposition des produits de l'industrie nationale, c'est-à-dire à l'automne 1806, au moment même où l'imprudent petit-neveu de Frédéric II, le roi régnant Frédéric III, Guillaume III, époux de la reine Louise, qui était un aiguillon anti-français, lance ses troupes sans crier gare contre les Français qui peu à peu évacuent l'Allemagne, volte-face de Napoléon, campagne foudroyante. En 10 jours, la puissance prussienne est anéantie par les victoires françaises de Iéna et Auerstadt. Alors cette congruence de temps, cette concomitance entre un monument à la gloire de Frédéric II et une raclée sans nom donnée aux troupes prussiennes ne favorisait pas évidemment l'envoi en Prusse, si telle était l'idée initiale de cette pièce. Ce d'autant plus que Dugers de Montrosier, dont on ne sait pas grand-chose de la vie, ses productions ont été gravées et parues en 1806 avec un éloge funèbre prononcé sur sa tombe par ses amis, qui explique que c'est un homme merveilleux et qui est bourré de qualité, mais qui ne nous donne pas un seul détail biographique. De l'intérêt d'avoir des choses nutritives et factuelles plutôt que des généralités creuses. Merci encore au scribe accroupi de privilégier en toute chose le contenu. Ce meuble est mis en gage par la veuve auprès de l'État, car les fabricants ont besoin du soutien de l'État, donc c'est déposé en gage concret au garde-meuble impérial. Et ne pouvant rembourser, elle et beaucoup d'autres fabricants du faubourg Saint-Antoine, eh bien le meuble est acquis par l'État en dédommagement, en remboursement des créances, et rentre en 1812, comme beaucoup d'autres meubles du château de Fontainebleau, dans les collections publiques. Qu'allait faire le garde-meuble d'une démonstration à la gloire de Frédéric II? Eh bien, pas grand-chose, si bien que la partie basse a plusieurs reprises et de longues décennies été présentée dans un palais, mais déconnectée de sa partie haute, qui en donnait tout le sens. Et ce meuble qui, en France, n'a pas été vu associé depuis 1806, pour ce qu'il est, l'est, à l'occasion du bicentenaire de Napoléon, présenté grâce au concours et de dépôt et de la main-d'œuvre spécialisée
du mobilier national, présenté désormais dans un palais où il a enfin trouvé un havre de paix durable et un lieu où il est mis en valeur et où il s'insère dans un discours plus général. Espérons que ce soit l'avant-garde d'autres dépôts de ce même mobilier national pour venir nourrir et irriguer le parcours futur du musée sur 2 étages, sachant qu'une des salles sera consacrée justement au rôle du garde-meuble impérial en tant que tel pour meubler bien sûr les palais de la couronne. Parmi les trésors aimablement déposés par le mobilier national, il en est un qui est étroitement lié à la famille Bonaparte. C'est cette pendule surmontée du buste d'Élisa, l'aînée des sœurs de Napoléon. Cette pièce se trouve sur une console somptueuse provenant du palais de Saint-Cloud et est dans cette salle Paris, capitale du luxe, pour montrer le savoir-faire des artisans français. En effet, sur le cadran d'émail blanc, on lit « Le roi, horloger de son Altesse impériale et royale, Madame, mère de l'empereur ». Le socle est en marbre jaune de Sienne, à dessin, car il crée un lien avec le personnage représenté en buste, même en Hermès, qui est Élisa. Élisa, qui est princesse souveraine de Lucques et Piombino en 1806, puis en 1809, grande duchesse de Toscane, c'est-à-dire une dignité du grand empire français. Elle ne règne pas en son nom, elle est un représentant de l'empereur en résidence à Florence, au palais Pitti, racheté et occupé par les Médicis. Le buste est d'une grande sévérité, antique, romaine. Les motifs sont antiques. Un bandeau maintient des cheveux presque symétriquement représentés. Ce bandeau est orné d'étoiles et d'abeilles, des emblèmes chers au Bonaparte. Et sur le côté, il y a, en bronze doré, des armes. Et ces armes sont extrêmement révélatrices. Il y a 4 quartiers, le nom quartier l'indique assez. Toscane ancienne, les boules des Médicis, le lion de Lucques, les armes des Cibaux à Massa et Carrare. Et Carrare était sur les terres de la principauté souveraine de Lucques et Piombino, et les carrières furent remises en exploitation sur l'ordre d'Élisa. Enfin, il y a les armes anciennes des Buonaparté en Corse, avec notamment 2 étoiles, l'étoile de la bonne fortune, et Dieu sait que Napoléon Bonaparte y était attaché. Enfin, par-dessus, il y a en abîme, dit-on en héraldique, brochant par-dessus, il y a dans un cercle ovale de femmes l'aigle de la famille impériale. Le tout ourlé d'un grand collier de la Légion d'honneur qui montre bien ces territoires, soit directement rattachés à la France, soit sous son étroite influence. Cette pendule sommée d'un buste a appartenu à Élisa, puis à sa fille Napoléon Élisa, la seule personne dans l'histoire qui se soit jamais appelée Napoléon Élisa, qui épouse un comte Camerata et qui, sous le nom de comtesse Camerata, finit sa vie dans le Morbihan et meurt en 1869, léguant à son petit-neveu le prince impérial d'alors, c'est-à-dire le Napoléon IV, si vous voulez, le fils qui n'a jamais régné de Napoléon III et d'Eugénie. Nous sommes en 1869, sous le Second Empire, qui s'effondre en septembre 70. La pièce reste au garde-meuble de la couronne, qui est devenu entre-temps le mobilier national, et elle a été déposée en vue du bicentenaire du 5 mai 2021. Cette pièce, si liée à la famille Bonaparte, révèle le besoin que cette dynastie naissante avait de diffuser son image, que ce soit sur toile, d'où les grands portraits
que vous pouvez voir dans la galerie de portraits de la famille impériale, que ce soit sur marbre, et Elisa avec la Banca Elisiana s'y employa, que ce soit aussi sous bronze de grande taille en Hermès à l'antique ici, ou bien de la main d'un artisan français, Biennet, orfèvre de Sa Majesté, de petits bronzes que vous pouvez voir dans la salle Napoléon épicentre de son système, où on voit, tels des pions, ces bustes par Biennet, buste de Caroline, reine de Naples, buste de Pauline, duchesse de Guastalla, et bientôt buste de Jérôme Napoléon, roi de Westphalie. Vous voyez, Elisa est en bonne compagnie. Cette salle rassemble dans cette grande vitrine ce que l'Europe entière venait chercher à Paris: des armes de luxe, de l'orfèvrerie de table, des vases d'ornement et une vaisselle précieuse, que ce soit de la porcelaine issue de la manufacture impériale de Sèvres ou des manufactures parisiennes qui, par émulation, s'engouffraient dans le sillage de Sèvres. On venait aussi chercher de la verrerie en cristal taillé, dont Fontainebleau a la chance de conserver de l'eau insigne, une paire de vases de présents au chiffre de Jérôme Napoléon, roi de Westphalie, et lié à son mariage avec la princesse Catherine de Wurtemberg, dans leur écrin d'origine au chiffre, et comportant l'étiquette du fabricant, Palais Royal, Galerie de Pierre, à Paris, charpentier, graveur sur pierre et sur tout métaux. Outre ce travail parisien, nous pouvons aussi présenter un ensemble au chiffre d'Eugène, le fils de Joséphine de Beauharnais, qui est fils adoptif de Napoléon, issu de la manufacture de cristaux de Moncenis au Creusot. Ce fabricant reçut du jury de l'exposition des produits de l'industrie nationale de 1806 une médaille d'or, et le jury précise: Monsieur Ladouep du Fougeret, entrepreneur de la manufacture de cristaux de Sa Majesté l'Impératrice, exécute un travail de la plus grande finesse, supérieur par l'éclat de son cristal, par le goût dans les formes et dans l'emploi de la taille à diamant. Si bien que cette manufacture exportait des cristaux, et je poursuis la citation, qui ont obtenu chez l'étranger la préférence sur les cristaux de fabrique anglaise. Et l'on voit bien là que la guerre menée contre l'Angleterre était une guerre qui prenait toutes les formes. C'était une guerre politique, maritime, diplomatique, militaire, commerciale, douanière, idéologique. Voilà, tous les coups étaient permis, c'était l'ennemi à abattre. Ce très bel ensemble, qui a été préempté par l'État, regroupe une carafe, une flûte à champagne, un verre à eau, un verre à vin rouge, un verre à vin blanc et un verre à liqueur. Nous le présentons pour l'heure sous le jour de la qualité de la production, avec peut-être l'idée, un jour où nous dresserons une table pour évoquer la table impériale, l'idée d'avoir devant une personne des éléments rendant compte de la verrerie. L'histoire du musée est jalonnée de générosité et d'occasions heureuses. Nous avons pu, en 2020, ce fut la grosse acquisition de l'année, nous avons pu acquérir auprès de la galerie Imperial Art cette extraordinaire coupe dite Gérard, du nom de l'inventeur de la forme, coupe qui a été offerte par Napoléon à Marie-Louise le lendemain du baptême du roi de Rome. On a donc la Trinité impériale, le Père, la Mère et le Fils. Et ne croyez pas que ce soit par hasard que je fasse
espèce de référence religieuse, car c'est le message que la coupe elle-même porte. Vous voyez que les anses sont en forme de cornes d'abondance sur lesquelles sont posés deux anges adorateurs, tels des anges devant un autel au XVIIe siècle. Au centre, vous avez un autre ange agenouillé d'un côté présentant un cœur. Ce n'est pas le cœur de charité embrasé d'amour, mais c'est le cœur embrasé d'amour évoquant l'union du souverain et de la souveraine. Repris par les chiffres, N pour Napoléon et ML pour Maria Ludovica. Et vous avez sur deux cartels, en camailleux de brun, peint par Parent, qui inventa le procédé et qui a signé sur un des cartels. Vous avez des scènes allégoriques sur un mode antique, Minerve présentant l'héritier sur un fond de trophées de canons, de boulets, de drapeaux, à Hercule Napoléon, dont on voit la dépouille du lion de Némée. Vous voyez la léonté d'Hercule, c'est la force du fondateur de la dynastie. Et de l'autre côté, vous avez cette même Minerve, comprendre à la fois la France, l'intelligence politique et Rome. Elle unit ces trois aspects. Minerve qui pousse une nef dont la figure de proue a la forme d'une tête d'aigle vers le Tibre, fleuve qui coule à Rome, qui est proclamé en 1809 deuxième capitale de l'Empire. Paris, Rome et la Trinité impériale. Vous voyez que cette coupe est un véritable manifeste dynastique à l'apogée de l'Empire. Le piétement affecte la forme d'une gerbe, dimension eucharistique, liée par un brin de lierre, gage d'éternité. Autour, un collier évoquant le corail, qui a des vertus prophylactiques pour les nourrissons. Collier de corail qui est repris sur le présentoir. Présentoir qui joue avec le couvercle de la coupe. Regardez cet effet perspectif qui est rendu par le rétrécissement du treillage et la taille décroissante des abeilles. Abeilles qui sont peintes à l'or. Il y a plusieurs couches d'or, gouttes d'or qui sont déposées et façonnées. C'est un travail extraordinaire. Et ces abeilles, pour évoquer les striures, sont travaillées à l'agate pour faire polir certains traits horizontaux et donner plus de réalisme. Elles convergent vers un motif central où ce sont des feuilles de laurier. Laurier de la couronne, cette même couronne dont on a vu le rôle, bien sûr, couronne de laurier pour le sacre du 2 décembre 1804. Cette pièce est non seulement un prodige technique, non seulement un cadeau de l'empereur à l'impératrice pour la remercier de la naissance puis du baptême de l'héritier, mais c'est aussi tout simplement un manifeste dynastique. Et c'est la grande œuvre que nous avons pu acquérir en 2020 en vue de préparer le bicentenaire du 5 mai 2021.